ce sont les livres que j'ai lus pour vous au cours de cet automne. Voilà, une belle saison de la prose française contemporaine et qui probablement annonce une année 2015 tout aussi intéressante. D'abord, Lydie Salvert, qui vient d'obtenir le Goncourt. Le Goncourt n'est pas forcément allé toujours à des livres inoubliables, mais celui de Lydie Salvert, à mon avis, restera. Ça s'appelle Pas pleurer et le livre est paru aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre dans lequel l'auteur revient sur l'adolescence et la jeunesse de sa mère pendant la guerre d'Espagne, pendant l'été 36, ce qu'elle appelle l'été de beauté 1936, où elle a découvert la lutte, où elle a découvert en même temps sa vie de femme. Et c'est écrit au moment où sa mère commence à être atteinte d'amnésie. Elle ne se souvient plus que de cette période de la guerre d'Espagne. Et c'est un travail sur la langue de sa mère, qui est la langue transpyrénéenne, matinée, une sorte de croisement entre l'espagnol et le français, qui nourrit un très beau texte, donc où on trouve cette langue hybride, mais aussi en même temps la langue des révolutionnaires, la langue des maîtres, la langue des franquistes, et le langage propre de Lydie Salvert qui pose sur cette période un regard attendri, ironique, parfois critique, parfois sévère. Et c'est aussi un travail qui est parti de la lecture de Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, où ce penseur et ce romancier plutôt de droite, voire d'extrême droite, qui est membre de l'Action française, se trouve scandalisé par l'attitude de l'Église qui bénissait les massacres et encourageait les massacreurs et leur donnait l'absolution. Et lui, en tant que catholique, même au départ favorable à l'attitude et à la prise du pouvoir de Franco, et se met à écrire contre son camp et dénonce ce qui constitue un scandale pour tout homme, tout chrétien, tout humaniste. Et ensuite, j'espère que vous partagerez le plaisir d'avoir découvert Jean-Hubert Gaillot, Le Soleil. C'est le troisième ou quatrième roman de cet auteur qui est par ailleurs éditeur dans le Gers et qui a à son actif de très très beaux travaux d'édition. Je pense en particulier à Arnaud Schmitt qui l'a contribué à faire découvrir aux lecteurs français. Et là c'est un livre, Le Soleil, et raconte l'histoire de la traque d'un manuscrit totalement imaginaire, manuscrit qui a été intitulé Le Soleil, et sur lequel le narrateur est mis sur la piste duquel le narrateur est mis par une éditrice qui veut un peu le sauver d'une espèce de panne d'écriture dans laquelle il se trouve, et il apprend que ce manuscrit aurait été considéré par Man Ray comme la source de toute son inspiration et de tout son rapport à l'objet. Le manuscrit est passé de Man Ray, donc le photographe et graphiste, plasticien surréaliste, de ses mains dans celle d'Ezra Pound, un poète anglais qui a un peu mal tourné sur la fin de sa vie, et puis celle d'un peintre américain, Cy Twombly, qui l'aurait égaré en Grèce. Donc le narrateur va en Grèce sur la piste de ce manuscrit, et il y a une espèce de thriller à la fois littéraire et presque policier, qui fait une sorte de récit d'aventure au sein d'une des pensées les plus fécondes du XXe siècle. Et c'est un très beau livre qui est vraiment une lecture formidable. On n'est pas obligé de posséder toutes ces références parce que l'auteur les donne assez généreusement, et c'est simplement, ça fait partie d'un contexte, et ça n'enlève en rien au plaisir de lecture dans ces aventures mi-policières, mi-érotiques, mi-littéraires. Voilà. On pourrait aussi aller voir le dernier livre de Patrick Deville, Viva. Patrick Deville a obtenu le prix Femina il y a 2 ans pour Peste et choléra, qui était une sorte une biographie de Alexandre Yersin qui a découvert le bacille de la peste.
et qui qui était un chercheur de l'Institut Pasteur et qui a vécu tout le reste de sa vie au Vietnam, auquel il a énormément apporté en créant en particulier les Instituts Pasteur du Vietnam. Et c'était aussi une loupe sur un projet, sur un élément particulier d'un projet plus général de Patrick Deville qui était une sorte de tour du monde, plutôt dans la zone tropicale et équatoriale, d'un certain nombre de pays qui ont toujours été en effervescence, toujours été la source de conflits. Là, il revient, puisqu'il a déjà fait un premier tour du monde, il revient au Mexique, d'où il était parti de l'Amérique centrale, il y revient avec Viva. Viva et se situe au Mexique dans les années 40, mais face à face, un face-à-face qui n'a jamais eu lieu en réalité, et que d'ailleurs il n'essaye pas de faire exister dans son roman, mais disons, ils se sont croisés sans se rencontrer. Trotsky, le révolutionnaire russe bien connu, en fuite devant les menaces d'assassinat de la police de Staline, et Malcolm Lowry, l'écrivain canadien, plutôt bourgeois, mais en même temps totalement marginal, qui a écrit au Mexique et situé au Mexique plutôt son chef-d'œuvre le plus connu qui est Au-dessous du volcan, et ce livre met en face à face, si on peut dire, ce révolutionnaire qui s'est toujours voulu homme de lettres et cet écrivain pour qui la révolution passe d'abord par changer la littérature, et en même temps qui est toujours très tenté et très intéressé par ceux qui sont de véritables hommes d'action et ceux qui changent aussi le monde par leur action concrète. Et évidemment, ça se passe en 1940 au Mexique. Donc on voit dans cette période-là, dans la fin des années 30, le début des années 40, le Mexique devient une sorte d'épicentre à la fois du changement politique, et en même temps y passent des gens comme Antonin Artaud, André Breton, qui rencontrent Frida Kahlo évidemment, Diego Rivera, mais il y a aussi des personnages plus étranges et plus mystérieux comme Beat Raven, qui est connu comme être l'auteur, pour être l'auteur du trésor de la Sierra Madre, et en même temps qui est un ancien révolutionnaire de la commune de Munich. Et on a dans ce Mexique du tournant des années 40 un véritable microcosme de tout ce qui change dans notre planète vers le milieu du XXe siècle. À lire absolument aussi le dernier roman d'Antoine Volodine, Terminus Radieux, qui a été couronné par le prix Médicis. Antoine Volodine a créé un univers, on le sait, qu'il a baptisé lui-même le post-exotisme, qui est un univers plutôt tragique, un univers qui se situe dans une sorte d'utopie politique et en même temps écologique, si l'on peut dire, à la fin d'une sorte de guerre mondiale dans laquelle aurait été vaincu le camp de la Révolution. Cet univers post-exotique nous met en présence de la plupart du temps des vaincus, des gens qui essayent de faire survivre des foyers de résistance et de lutte, mais en même temps ce sont des récits qui ne sont pas forcément de première main. Il a inventé un certain nombre de narrateurs qui après des années, voire des siècles, se sont transmis des légendes, et on a une sorte d'épopée non située dans le temps, dont on ne sait pas si elle est donnée de première main ou si ce sont des récits légendaires qui viennent après plusieurs générations, et qui racontent un peu cette espèce de résistance à une victoire hypothétique du capitalisme face après une guerre sanglante et extrêmement polluante, puisque dans Terminus Radieux, là, c'est un terminal nucléaire, une usine nucléaire. Alors là, la catastrophe vient plutôt, comme dans le cas de Tchernobyl, d'un dysfonctionnement du système global qui a amené à cette catastrophe nucléaire. Et
On raconte l'histoire d'un ancien combattant, une sorte de maquisard qui se réfugie dans le cœur d'un territoire contaminé, à qui il arrive un certain nombre d'aventures avec les personnages qui restent, qui sont des survivants et en même temps qui ont acquis des pouvoirs particuliers liés au chamanisme, des pouvoirs de divination, des pouvoirs d'une longévité exceptionnelle et certains même sont totalement immunisés contre les radiations. Alors ça fait une sorte d'univers entre la science-fiction et l'utopie politique. Antoine Volodine qui le raconte avec ce roman qui est un petit peu différent des autres, de façon beaucoup plus simple et abordable qu'il l'a fait habituellement. Et ça fait un récit tout à fait passionnant, palpitant, dans lequel il y a énormément de choses, de suspense et de choses à découvrir. Ce sera une découverte pour les lecteurs français, bien qu'elle ait déjà publié 2 romans. Noël Fini livre paru aux éditions Zoé, une petite maison, enfin une grande maison mais peu connue, qui a son siège en Suisse et qui publie l'Infini livre. Noël Reva, là on est encore dans une sorte d'utopie, mais plutôt conduite sur le mode satirique et humoristique, avec une sorte de monde dans lequel, qui n'est pas forcément si loin que ça d'une autre, dans lesquels les livres seraient célébrés comme de grandes manifestations artistiques. Un cocktail, le lancement d'un livre s'appelle un vernissage. Le livre est véritablement devenu un objet artistique, mais il est hors de question de le lire et pas forcément d'ailleurs de l'écrire. Donc il y a cette espèce d'engouement de forme autour du livre, avec un rejet ou une ignorance, en tout cas, de tout ce qui peut être le contenu littéraire, littéraire ou poétique de l'ouvrage. Évidemment, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a quand même des gens qui continuent à vouloir écrire des livres et d'autres qui peut-être prennent le risque de les lire, et ça fait une sorte de petite utopie satirique qui va plutôt chercher ses racines chez Swift ou chez des auteurs comme ça, et c'est extrêmement drôle et c'est écrit avec beaucoup d'humour et une grande finesse de pénétration et beaucoup de sensibilité. Il y a évidemment énormément de livres intéressants qui sont parus. J'ai l'habitude de dire qu'on vit un peu l'âge d'or du roman français. Je vais quand même donner d'autres exemples de ce qui a pu retenir notre attention lors de cette rentrée littéraire. Christine Montalbetti, qui est un auteur qui construit une œuvre qui commence à être importante, avec Plus rien que les vagues et le vent. C'est le 3e roman qu'elle situe aux États-Unis, après Western et Une journée sentimentale. Il y a Une journée américaine plutôt. Elle a avec Plus rien que les vagues et le vent, elle a bâti une fiction assez énigmatique où un personnage qui se trouve fuir une menace difficile à identifier, arrive au bout de la route. C'est un des grands thèmes de la littérature américaine, la route et le bout de la route. Elle arrive à une plage au bord du Pacifique, au nord de la Californie, dans l'Oregon. Le personnage se trouve bloqué à la fin de son voyage. Il essaye de s'établir, de vivre dans cet endroit, de s'y intégrer, et il se heurte à des forces qui sont difficiles au départ à intégrer, à maîtriser. Il rencontre des gens dans des bars, il se fait des amis, et puis finalement c'est pas si simple que ça. Des gens sur qu'il peut considérer comme des amis ne le sont pas. Il y a un pouvoir qu'on a au départ du mal à percevoir, qui règne sur cette ville. Il ne veut pas s'y soumettre, et donc il y a une sorte d'atmosphère entre le policier, le thriller, avec une violence contenue qui peu à peu devient de plus en plus apparente, et cette histoire ne vire pas réellement au tragique, mais on voit tout ce qui peut se cacher derrière les apparences, et ça fait un très beau livre, toujours écrit avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité,
Et même si les faits peuvent être parfois violents, un peu conflictuels, on a quand même une atmosphère qui s'attache beaucoup aux détails, qui s'attache beaucoup aux hésitations psychologiques et qui est toujours faite d'une approche très près de la réalité du monde, très proche des sentiments des personnages, de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de l'œuvre de Christine Montalbetti, là, qui nous donne un de ses plus beaux livres. Olivia Rosenthal, avec Mécanisme de survie en milieu hostile, paru aux éditions Verticales. On le sait, Olivia Rosenthal a tendance à entrelacer un discours un peu documentaire et un discours plus personnel sur des événements de sa vie. Là, elle a une approche un petit peu différente. Le roman s'ouvre sur le récit de personnages justement en fuite, qui cherchent un abri, qui essayent de survivre. Donc toute cette métaphore de la survie en fait va renvoyer à un événement, à un deuil personnel dans lequel elle a du mal à ne pas voir ce qui pourrait être sa responsabilité personnelle, qui est évidemment totalement imaginaire puisqu'il s'agit voilà, de tout à fait autre chose. Et c'est une façon de faire le deuil de sa sœur, donc, et d'une personne qui lui était évidemment très proche. Parmi les conseils de lecture pour cette fin d'année, le livre d'Éric Vuillard, Tristesse de la Terre, qui est paru aux éditions Actes Sud. Éric Vuillard part d'un phénomène qui est celui des grands shows, en particulier du show de Buffalo Bill, qui est, outre le célèbre cow-boy, chasseur, courrier, pionnier, tueur d'Indiens, qui est l'inventeur d'un spectacle qui met en scène les Indiens eux-mêmes, qui sont là pour, on pourrait dire, représenter leur propre défaite. Et c'est un spectacle qui est véritablement contemporain de la fin de l'indépendance indienne, qui court dans tous les États-Unis, mais aussi en Europe. Il y a eu des spectacles de Buffalo Bill, du Wild West Show, qui se sont trouvés en France, qui se sont trouvés en Lorraine, qui se sont trouvés à Marseille. Et il s'attache au personnage d'une Indienne, une enfant qui a été rescapée d'un des massacres de Wounded Knee, le massacre de la tribu Sioux, et qui a été achetée par un militaire américain qui voulait au départ s'en servir non pas comme monnaie d'échange mais comme caution pour montrer qu'il était sensible à la misère indienne. Et bon, il l'a revendue à un impresario, etc. Elle a fait et on la trouve à la fin de sa vie, de sa jeune vie, puisqu'elle meurt à 35 ans à peu près, comme figurante à Hollywood, et en même temps elle meurt de maladie après probablement s'être prostituée. Et c'est ce destin tragique qui est raconté, et en même temps toute l'histoire de la représentation de cette société du spectacle qui se met en place au moment où s'achève réellement la conquête de l'Ouest. Deux mots de Laurent Mauvigné. Autour du monde, Laurent Mauvigné change un peu de manière, c'est-à-dire que ses romans étaient centrés sur quelques personnages, soit deux personnages, soit peut-être un petit peu plus, qu'on peut retrouver dans des environnements comme la guerre d'Algérie, les souvenirs plutôt de la guerre d'Algérie, comme l'époque, les incidents du Heysel, ou dans des mouvements de supporters, de foule, enfin des batailles entre supporters. Il y a eu des morts au stade du Heysel à Bruxelles. Il y a donc des livres déjà fondés sur la parole des acteurs. Là, et dans des situations de conflit, là on est plutôt à l'échelle du monde.
des récits qui s'enchaînent. Le jour du tsunami au Japon et de la catastrophe de Fukushima. Et on retrouve dans ce récit une façon de passer sans transition d'une histoire à l'autre. Ce sont la plupart du temps des histoires d'étrangers, la plupart du temps des gens qui sont en couple, éventuellement en paire d'amis, alors couple d'amoureux, de mari et femme, ou bien des amis, ou des gens qui se cherchent, qui vont peut-être devenir un couple ou pas. Et il y a un tour du monde comme ça, une dizaine d'histoires. On passe sans transition au sein même de la phrase d'une situation parfaitement idyllique de jeunes gens qui nagent parmi les coraux et les lagons des Caraïbes à un jeune homme et une jeune femme qui sont justement en train de faire l'amour au moment où la catastrophe le séisme japonais du 11 mars 2011 se produit. Et puis il y a voilà, une série d'histoires qui s'enchaînent comme ça, qui permettent à la fois de balayer une grande variété de situations humaines et en même temps de poser un problème pour comprendre ce qu'est la littérature, qu'est-ce qu'elle doit prendre dans le monde, qu'est-ce qu'elle doit ne pas prendre, est-ce qu'elle peut avoir comme ambition de tout dire, de tout donner, de tout saisir. On se trouve un peu comme un homme, l'auteur le dit lui-même, un homme qui est dans une sorte de salle d'attente, qui voit passer des voyageurs et qui saisit les bribes de leurs histoires et qui vont se disperser comme ça partout dans le monde. Et c'est un projet extrêmement intéressant, une lecture passionnante, parce qu'on a tous les registres, depuis le comique jusqu'aux intrigues amoureuses, des atmosphères effectivement paradisiaques et le summum du tragique à la fois. Et donc c'est vraiment un très beau livre qui est un peu à l'échelle de notre planète. Pour terminer, Julia Deck, Triangle d'hiver. Julia Deck avait surpris tout le monde pour un premier livre extrêmement maîtrisé, Viviane Elisabeth Fauville, qui était une sorte de roman policier qui travaillait à fond et avec beaucoup de brio, beaucoup de virtuosité sur les codes du roman policier. Vu avec, il y a toujours des variantes, là, vu du côté d'une personne qui était accusée d'un crime que par ailleurs elle avait commis, mais dans des circonstances complexes. Là, on est dans une situation tout à fait différente où c'est une jeune femme qui en a marre des petits boulots, en a marre du travail même, et essaye de vivre autrement, et elle s'invente une personnalité, elle s'invente un métier, elle se veut romancière. Elle prend un nom dans un film de Rohmer, elle s'appelle Bérénice Beau-Rivage. Elle a piqué ce nom à Eric Rohmer, au personnage d'Ariel Dombal dans Pauline à la plage. Par ailleurs, elle est un peu le sosie de cette actrice. Et elle essaye de trouver une façon de vivre comme ça, en particulier en rencontrant un homme qui soit amoureux d'elle. Et évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce qu'une romancière, ça doit aussi écrire, et elle ne sait pas écrire, elle n'a pas de projet romanesque. Se faire passer pour une romancière quand on n'est même pas une mauvaise romancière ou une apprentie romancière, c'est extrêmement difficile. Et évidemment, c'est une situation cocasse qui va nourrir tout le livre. Avec une fin extrêmement surprenante que évidemment je ne vous donnerai pas, mais il y a beaucoup d'humour et d'ironie, et en même temps une certaine forme de tragique et d'amertume dans ce livre qui est le deuxième roman de Julia Deck, et qui est tout à fait recommandable et qui pourrait figurer parmi vos cadeaux. Voilà pour la littérature française qui vit une belle période, et j'espère que ça va se retrouver au pied du sapin de vos amis et du vôtre.